Après le débat des candidats à la présidence aux États-Unis, c'était le débat des colistiers hier soir. You've got to re-implement Donald Trump's border policies, build the wall, re-implement deportations, start with the criminal migrants. About 1 million of those people have committed some form of crime in addition to crossing the border illegally. I think you start with deportations on those folks. Most of us want to solve this. And that is the United States Congress. That's the Border Patrol agents. That's the Chamber of Commerce. That's most Americans out here. That's why we had the fairest and the toughest bill on immigration that this nation's seen. As far as the deportation plan, at one point, Senator Vance said it was so unworkable to be laughable. So that's where we're at. Pass the bill, she'll sign it. Tim Walz et J.D. Vance ont voulu se montrer proches des électeurs et surtout, ce qui tranchait avec le climat très acrimonieux en ce moment, se montrer courtois. Mais dans une élection qui s'annonce pour être la plus serrée de l'histoire, probablement, ce débat avait-il autant d'importance que certains le laissaient entendre? C'est la question que plusieurs se posent. Nous analysons tout ça avec Jean-François Lisée, ancien chef du Parti québécois et conseiller politique et ancien correspondant à Washington pour le journal La Presse. Jean-François Lisée, bonjour. Bonjour, Catherine. Alors, appelons ça de la courtoisie, cette courtoisie entre les deux candidats qui nous a tous un peu surpris. Est-ce qu'elle était intentionnelle, vous pensez? Certainement intentionnelle de la part de J.D. Vance, donc le candidat à la vice-présidence de Trump. Il a fait quelque chose, à mon avis, c'était magistral parce que il avait, donc, depuis qu'il est candidat, montré, disons, son côté salé, son côté acide. Et c'est quelqu'un qui est assez tranchant. Et on a découvert hier quelqu'un de courtois et de raisonnable sur le fond et sur la forme. C'était un genre de trumpisme à visage humain. Et ça a été extraordinairement habile pour lui parce qu'il a fait toutes les attaques contre Harris qu'il pouvait faire, mais il a enrobé son programme à lui avec... Enfin, il a noyé le poisson sur un certain nombre de sujets et il semblait méconnaissable par rapport à la rhétorique trumpiste. Justement, est-ce que ça ne va pas seulement améliorer son image à lui, mais celle de Trump également? Absolument, parce que, bon, écoutez, on sait que historiquement, les débats de vice-président n'ont aucun impact sur les courses. Mais cette course-ci est probablement la plus serrée depuis plusieurs cycles présidentiels. Donc, tout ce qui peut aider va aider. Et quand on regarde les sondages éclairs qui ont été faits hier par CNN, ils ont demandé à ceux qui allaient écouter le débat, qui pensez-vous qui va gagner? Et ensuite, qui a gagné? Et on voit que même s'il y a une égalité sur qui a gagné, ceux qui ont vu le débat trouvaient que M. Vance a mieux performé que prévu. Et donc, ça ne peut qu'aider l'équipe Trump. Écoutez, moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est sur l'avortement. M. Vance est opposé à l'avortement. Dans son État de l'Ohio, il a proposé qu'il y ait une interdiction nationale, pas seulement par État. Hier, il en a parlé. Si on prêtait pas attention, on aurait pensé qu'il était favorable parce qu'il a parlé d'une amie d'enfance qui avait eu un avortement, puis c'était important pour elle, puis il l'aime. Là, il dit, il a l'air plutôt pour. Et il veut plus d'options pour les familles. Il voulait dire plus d'options de garderie. Il voulait pas dire le choix. Mais c'est vraiment... on l'aurait mis à côté de Trump et on aurait dit qu'ils ne sont pas dans le même parti. Oui, tout ça porte un peu à confusion quand même. Mais est-ce que vous pensez que ça va aller jusqu'à faire oublier les propos pour le moins controversés qu'il a tenus et qu'il tient régulièrement sur les femmes? Je pense à tout ce qu'il a dit sur les femmes sans enfants, par exemple. C'est sûr que c'est l'impression qui a été créée et d'ailleurs, presque tous les jours, la campagne Harris ou les journalistes trouvent d'autres propos qu'il a tenus dans un passé proche, là, au cours des 4 ou 5 dernières années, où il a dit même les gens qui n'ont pas d'enfants sont plus enclins à être sociopathes et psychopathes. Et d'ailleurs, les gens les plus fâchés sur les réseaux sociaux sont des gens sans enfants, sociopathes et psychopathes. Bon, alors c'est pas exactement une approche positive pour les familles, mais en tout cas, et pour les célibataires, mais en tout cas, s'il avait tellement de choses dans sa colonne débit, là, hier, il a ajouté des choses dans sa colonne crédit. Voilà. Mm-hmm. Alors, vous donneriez quelle note au candidat démocrate et est-ce qu'il l'a quand même bien fait? Bon, alors, moi, je trouve que c'est comme si Vance était 2 fois meilleur que Trump,
et Walz, le démocrate, a été moitié moins bon que Harris. Hein? Et donc, c'est comme si M. Vance, on le voyait, bon, c'était un avocat froid qui a l'air d'être empathique, qui se donne beaucoup d'énergie à avoir l'air empathique, alors que Walz, c'est le gars empathique, mais qui est un petit peu dépassé par l'événement. Hein. Il avait ses arguments, il ne les faisait pas aussi clairement, il n'allait pas au bout de chacun de ses arguments, il a laissé passer des choses incroyables que Vance a dit. On voyait que pour lui, il n'avait pas autant d'expérience du débat contradictoire que Vance en a, et ça a paru, mais on voit dans les enquêtes post-débat que sa personnalité a quand même percolé, puis il y a des gens qui l'ont découvert en disant, mais c'est le gars, c'est le bon voisin, c'est le gars qu'on appellerait si on était en difficulté ou pour réparer notre plomberie, bon, le gars a l'air vraiment raisonnable, mais il était pas, disons, il était pas premier de classe là, pour le débat, c'est clair. Est-ce que la question qui a dominé, la question la plus importante reste celle de l'immigration? Oui, c'est l'immigration parce que, d'abord, si tous ceux aux États-Unis qui sont favorables à une déportation massive, ça c'est 54% des Américains veulent une déportation massive, je suis désolé de vous le dire, s'ils votaient tous sur cet enjeu seul, ben, c'est sûr que M. Trump gagnerait haut la main. Alors la question pour les démocrates, c'est d'essayer que d'autres enjeux soient des enjeux principaux au moment du vote, entre autres l'enjeu de l'avortement qui donne une avancée énorme à Mme Harris chez les femmes et chez les jeunes femmes en particulier. Et la sortie de vote va être très importante, mais hier, il y a eu beaucoup plus de temps qui a été consacré à l'immigration qu'à l'avortement. Et pour l'avortement, M. Vance a réussi à noyer le poisson. Donc, c'était pas au global une bonne soirée pour les démocrates. Est-ce que toute la question de politique étrangère, de sécurité nationale, par exemple, aurait mérité davantage de temps? Écoutez, tout était important. Ça a duré 90 minutes. On s'est pas ennuyé du tout. Hein, c'était pas ennuyant du tout. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'équipe Trump réussit à faire croire que pendant les 4 ans du premier mandat de Trump, c'était la paix dans le monde. C'est d'ailleurs ce que Vance a dit. Ben, écoutez, il y avait l'Afghanistan, il y avait en Syrie et en Irak l'État islamique, sans parler des conflits dont on ne parle pas. Mais il crée l'impression que sous Trump, il n'y avait pas de guerre et que les guerres sous Biden et Harris, c'est la faute de Biden et Harris si Poutine a envahi l'Ukraine et que le Hamas a attaqué Israël. Alors, moi, je trouve qu'ils font un chemin terrible avec cet argument-là, qui est complètement fallacieux, mais c'est le chemin qu'ils font. Et donc, sur comment l'un et l'autre seraient des meilleurs gestionnaires de ces crises-là, c'est-à-dire Harris et Trump à la Maison-Blanche demain, c'est vrai qu'on n'est pas allé très loin là-dessus. Par exemple, c'est clair que sur l'Ukraine, par exemple, M. Trump, son plan, c'est de dire oui à Poutine pour terminer la guerre. Tu sais, ça va être ça. Bon, c'est l'abandon de l'appui à Zelensky. Mais ça n'a pas été abordé hier. Et qu'est-ce qu'on doit penser de la réponse ou de la non-réponse de Vance à la question de Tim Walz sur le résultat des élections, la prétendue victoire volée lors de l'élection de 2020? C'était le meilleur moment de Walz, mais pour moi, il aurait dû continuer à enfoncer le clou. Parce que la réalité, c'est que donc Trump a perdu l'élection de 2020, a refusé d'accepter qu'il avait perdu l'élection, a essayé de forcer son vice-président, M. Pence, Mike Pence, de renverser la décision. M. Vance n'a pas arrêté de dire qu'il est d'accord avec Trump, que Trump n'a pas perdu l'élection, et s'il avait été vice-président, il aurait obéi à Trump et donc travesti la Constitution. Alors, c'est une position qui est très, très grave. Il a réussi, M. Walz, à poser la question, est-ce que Trump a perdu l'élection? Et au lieu de répondre, il a dit, mais Mme Harris veut censurer les gens sur Internet. Ben, on peut en débattre, mais c'est pas ça la question. Et donc, M. Walz a dit, ben, la raison pour laquelle c'est pas Mike Pence qui est ici, c'est parce que Mike Pence a refusé de se plier aux demandes inconstitutionnelles de Trump.
Et maintenant, celui qui le remplace ne serait pas un garde-fou face à Trump. Il a dit ça, un guardrail. Mais pour moi, ce n'était pas assez bien expliqué. Il ne s'adressait pas aux gens qui connaissaient peu le dossier. Nous, qui suivons ça, avons compris ce qu'il voulait dire. Mais sa capacité argumentaire lui a pas permis d'aller jusqu'au bout de cet argument, sauf que les gens ont bien compris que M. Vance ne voulait pas répondre à la question qui a gagné l'élection 2020. Quittons-nous là-dessus. Merci beaucoup pour cette analyse fort intéressante, Jean-François Lisée. Merci. Ça me fait grand plaisir, Catherine.